Il est 12h30 sur le ZCL, la pendule du ZCL. Nous voilà pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous aurons comme invité M. Jacques Davila, le secrétaire général du comité de l'eau et de l'environnement qui est présent en studio. On aura Ferdi Luizy, le maire de Goyave. On parlera avec lui du parc national de Guadeloupe, de la ville de Goyave. On parlera de carnaval et puis avec la rubrique de chez Saint-Baron, on reviendra, c'est vrai, sur les 8 ans après ce violent séisme qui avait secoué l'île d'Haïti le 12 janvier 2010. Mais peu avant, voyons l'essentiel des titres de l'actualité de ce ZCL. Bonjour Kessia Jorabel. Bonjour Jean, comment vas-tu? Très bien, on est en fin de semaine et puis on a des invités, on aura beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui et puis oui, de l'actu. Ça ne peut qu'aller bien, aujourd'hui c'est vendredi, tout est permis. Bon, retournons sur l'actualité avec les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Et nous ouvrirons le journal d'aujourd'hui en partant au CHU de Pointe-à-Pitre. Comme je vous le disais dans le journal d'hier, certains services ont réouvert. À cet effet, nous nous sommes donc rendus sur les lieux afin de faire une visite de ces derniers. Prenez maintenant vos bagages. Notre correspondant Maurice Cessé vous fera par la suite voyager pour Paris au cœur d'un entretien qui s'est déroulé hier entre Philippe Joc, président, et Floris Nestar, directeur de la DOM, avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec l'ADEAL qui sensibilise les acteurs économiques et institutionnels à l'écologie industrielle et territoriale. C'est un nouveau mode de développement économique, écologique et social qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes. Nous en parlerons plus amplement en fin de journal. Mais pour l'heure, c'est l'interview avec Jean. Oui, avec Jacques Davila, qui est secrétaire général de ce comité de l'eau et de l'environnement de Guadeloupe. Bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce ZCL. Depuis le début de l'année, Monsieur Davila, vous n'avez pas manqué d'entendre de nombreux élus, des personnalités politiques lors des vœux évoquer cette problématique de l'eau, une compétence de l'eau qui revient aux communautés d'agglo depuis ce 1er janvier 2018. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce comité de l'eau. Quelle est votre vision sur cette problématique épineuse, un dossier qui, depuis de nombreuses années, la classe politique, beaucoup d'élus se sont succédés, beaucoup ont été élus sur la bannière de l'eau. Aujourd'hui, quelle est votre vision et quelle est la vision du comité de l'eau sur cette question? Madame, Monsieur, merci de m'avoir invité de faire part tant mon opinion personnelle que celle de mon association. Permettez que j'adresse des vœux à toutes les personnes présentes sur le territoire de la Guadeloupe qui sont des usagers du service public de l'eau et qui sont victimes de ce stress hydrique entretenu qui perdure depuis tantôt, tant de par l'incurie, l'impéritie, le laxisme, l'absence d'expertise, tant d'une partie des services de l'État, des collectivités et de leurs agents. En ce qui concerne la question, je peux vous affirmer, preuve à l'appui si de besoin, que depuis tantôt, de manière éparse, des associations et des individus n'ont eu cesse d'attirer l'attention des pouvoirs publics, États et collectivités qui avaient en charge cette mission. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'ornière dans laquelle nous sommes, dans ce labougras, si vous me permettez ce néologisme, l'expression, où l'État, pour commencer, n'a pas fait son travail, n'a pas rempli sa mission parce qu'elle a un délitement depuis presque 25 ans sur le territoire archipéléen de la Guadeloupe. Les contrôles de légalité n'ont pas été faits, les contrôles budgétaires n'ont pas été correctement faits, les contrôles de comptabilité et les contrôles financiers, si bien qu'on s'est retrouvé avec des budgets votés où les amortissements des équipements et des ouvrages n'ont pas été faits. On se retrouve dans des situations d'illégalité où il y a des usines et des ouvrages construits sur des terrains qui n'appartiennent pas aux uns aux autres. On s'est retrouvé avec des dépenses de plus en plus importantes où il faut que l'usager, c'est-à-dire vous, madame, moi, tous les autres, y compris les gens qui sont à la maison d'arrêt de Bémao et de Basse-Terre, qui sont aussi des usagers, qui appartiennent à la communauté, où à aucun moment aucune sanction n'a été prise. Quel est le journaliste de Guadeloupe qui peut dire à l'opinion à quel point est l'affaire du SIAG
qui avait été initié par l'ex-procureur général de Basse-Terre, qui aujourd'hui est procureur général de Paris. On n'a jamais vu une promotion aussi importante. Qu'est-ce que cachait ce dossier? Alors qu'il y a 30 ans, nous avions 20 millions d'euros d'excédent sur les comptes de l'eau en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 40 millions de déficit sur seulement les recettes par rapport aux comptes. Et aujourd'hui, nul ne sait la réalité des comptes, la réalité administrative, la réalité juridique, la réalité financière. Il y a un déficit d'expertise reconnu par les rapports de l'Assemblée nationale, par la Cour des comptes locale Antilles-Guyane, confirmé par la Chambre nationale des comptes, par le président Migaud, dont nul ne peut contester l'expertise. Donc, il faut tout mettre sur la table, arrêter de faire de la démagogie politicienne, poser les problèmes tels qu'ils sont pour trouver les solutions et cesser surtout de faire de la politique politicienne. Jacques Davila, les auditeurs de CLAC 10 FM, de RHC Guadeloupe, les téléspectateurs du ZCL qui nous regardent. Aujourd'hui, la problématique est la suivante. Quand les Guadeloupéens se réveillent le matin, ils veulent avoir de l'eau dans leur robinet. Vous êtes président, souvent je pense que vous êtes alerté par ces usages de l'eau. Alors, effectivement, nous avons choisi, nous, dans notre comité, la voie du droit. Nous sommes dans une institution démocratique. Par tempérament, comme n'importe quel Guadeloupéen en colère, je serai partisan du déchoucage brutal, mais je suis un homme de raison, de lucidité et d'expérience. Je fais appel au droit. C'est pour cela que, pour ce faire, je me suis agglutiné, aggloméré, j'ai fait osmose avec d'autres associations, avec le bâtonnier et son équipe de l'Ordre des avocats de Guadeloupe, pour qu'à partir du 1er janvier 2018, nous allons poursuivre au pénal et en responsabilité civile, quel que soit l'élu, quel que soit l'agent pour faute de service, et quel que soit le responsable de l'État, car nous ne pouvons nous contenter d'être complices passifs, actifs de notre propre colonialité, c'est-à-dire de cette espèce de fraternalisme, des tapes dans le dos qui font que nous devenons complices, comme ce fameux syndrome de Stockholm où la victime prend position pour son bourreau. Parce que c'est de la criminalité d'avoir permis, toléré, que ces gens, depuis plus de 30 ans, reproduisent les mêmes systèmes et aujourd'hui, en 2018, ils viennent nous demander, sous couvert d'un système unique, de reconduire les mêmes agents, les mêmes élus, les mêmes services de l'État pour refaire la même chose. Non, c'est impensable. Nous ne pouvons pas être complices de notre propre obsolescence. Il faut que ça cesse, il suffit. Il suffit. Aujourd'hui, le comité de l'eau vous l'avez dit, va poursuivre au pénal. Quelle est votre vision aussi sur le syndicat unique? Vous êtes sur quel angle vous êtes? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il faut une structure unique de l'eau, il faut plusieurs entités? La structure unique n'est pas la seule solution. Une structure unique, elle peut être faite. Nous sommes en droit français, nous sommes en droit européen, qui est un droit supranational, dans lequel le droit français est confiné. Nous devons nous y tenir pour l'instant. Il existe des procédures dérogatoires, monsieur, qui ont été prises le 28 décembre 2017, où le préfet de la Guadeloupe aurait pu avoir des possibilités de dérogation réglementaire. Malheureusement, elles ont été accordées pour Saint-Barth et Saint-Barthélemy. Donc nous restons dans le droit commun. Donc nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle, quand les gens s'associent, en public ou en privé, un pacte de partenariat ou un protocole valant convention qui fait que les gens décident au préalable de ce que nous voulons faire ensemble, en commun. On définit le timing, on le préfigure, les moyens à mettre en place. Parce qu'il ne s'agit pas que d'avoir une seule unique, parce qu'on peut être d'accord. C'est comme un mariage avec un contrat. Donc, si nous acceptons de nous marier, il faut que nous ayons envie. Je souhaite que mon pays ait envie. Je souhaite que les gens de mon pays aient du vouloir, de la niaque, de la détermination. Pardonnez-moi l'expression, que mon pays devienne couillu
pour dire non, voilà ce que je veux. Et à partir de cela, nous pourrons élaborer, parce que nous savons déjà tout ce qui ne va pas. Actuellement, monsieur, des réunions de politiciens se font avec des services techniques, des agents complices actifs ou passifs pour déterminer l'ordre des priorités sollicitées dans le plan ODOM, alors qu'au préalable, ce plan ODOM dit il faut une structure unique. Alors que la loi française, les lois de la République, les lois européennes ne contraignent pas à avoir une structure unique. Vous pouvez avoir un partenariat, vous pouvez avoir un pacte d'associés, vous pouvez avoir un protocole valant convention en disant oui, je me mets d'accord à faire ça à tel terme. Pour l'instant, il faut de l'ingénierie financière, il faut de l'ingénierie administrative, il faut de l'énergie comptable, de l'ingénierie budgétaire, du contrôle de gestion pour savoir où est passé l'argent, où sont les affaires en cours. Il faut des gens pour gérer les eaux de surface. Il faut que l'auditeur sache qu'il y a 4 milliards, entre 3 et 4 milliards de mètres cubes, 3 et 4 milliards, je prends la responsabilité de mon Dieu, qui tombent chaque année sur notre pays. Nous n'en utilisons que 80 millions. Mais les autres qui vont où? Parce que les réseaux sont fuyards, les installations sont vieilles. Et vous savez que pour produire 80 millions de mètres cubes en eau brute, transférés de la Basse-Terre, que ce soit Bello-Cado, Bradaville et compagnie, pour emmener en Grande Terre, Désirade, le reste, nous produisons 200 millions de mètres cubes d'eau. Ça veut dire qu'il y a 120 millions qui partent dans la nature. Si nous réussissions rapidement avec l'expertise financière, parce qu'elle existe à la Guadeloupe... Mais l'expertise financière avait été faite. Il y a plusieurs réunions qui ont été faites. C'est une expertise comptable. Il ne faut pas confondre comptabilité et finance. C'est deux choses différentes. Mais la comptabilité, en général, à la Guadeloupe, monsieur, madame, tout le monde le sait. Les prévisionnels, les bilans prévisionnels sont toujours arithmétiquement corrects et ça ne marche, ça ne fonctionne jamais. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'audits de résultats, sauf dans le privé. Parce qu'on serait dans une affaire privée, ce serait déjà réglé. J'en suis à me demander, madame, monsieur, si des Guadeloupéens créaient une société d'exploitation pour faire la délégation de services publics et en faisant le ménage dans toutes les communautés d'agglomération et que celles-ci leur confiaient l'exploitation, s'il ne se serait pas mieux, parce que nous avons des gagneurs compétents qui s'occupent d'eau. Il y a un Guadeloupéen qui dirige une grosse affaire d'eau en Chine, à Pékin. La plus grosse usine de Pékin appartient à un Guadeloupéen. Donc ça veut dire que c'est possible. En Belgique aussi. Est-ce que vous savez, mesdames, messieurs, qu'il existe un outil financier à la Guadeloupe qui s'appelle le FIRG, qui est le seul outil de tout l'outre-mer à être agréé par l'autorité des marchés financiers et avoir l'agrément de holding investissement et de révision comptable européenne, ce qui l'autorise à faire un abondement de fonds européens en complément des fonds européens eux-mêmes gérés par la région. Les Guadeloupéens l'ignorent, on se sert de cet outil-là pour faire du chocage, battre à 10 000 euros, alors que nous sommes dans une affaire de millions. Quand les gens viennent vous dire, j'ai mis 28 millions pour l'eau au département, j'en mets 20 alors à la région, alors que la région n'a pas compétence pour ce faire, elle contourne. Est-ce que vous savez, monsieur, ça ne représente qu'un demi-point de la moitié de 1%, oui, de la production intérieure brute de notre pays. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que nous aurons de l'eau robinet tous dans 200 ans alors que l'existence sera démolie. Le président de la République, dans son programme, a proposé aux Guadeloupéens, je vous donne 1 milliard sur 5 ans. Les gens sont en train de se battre pour 300 millions, 600 millions, 900 millions, personne ne sait. Il faut commencer par le commencement. Vouloir, envie, faire, avec qui, comment, bilan de compétences pour éliminer tous ceux qui ne sont pas bons. Donc nous avons une arme dans la démocratie. Dire que les élus guadeloupéens n'ont pas envie de se mettre ensemble pour régler ce problème? Non, chacun de son côté, monsieur, nous sommes atteints d'apathie. Il faut que nous sortons de cette apathie. Il faut que nous nous levons. Et votre organisation dans tout ça, est-ce qu'elle participe? Est-ce que vous êtes invité? Est-ce que vous êtes invité je ne suis pas, mon organisation a la même strature juridique que d'autres que vous connaissez, qui ont défrayé la chronique ces dernières années, de par le nombre de résultats que nous avons obtenus. Et j'en veux pour preuve, un de nos amis juristes a été chez un de vos confrères cité comme étant
la deuxième personne la plus populaire, parce que nous avons gagné nos procès en cour d'appel administrative, en cour d'appel et en Conseil d'État. Et nous avons une foultitude de procès et nous posons des problèmes. Est-ce que les gens savent le problème de chlordécone que votre chaîne a eu l'occasion d'évoquer? Mais c'est qu'avant que ça ne soit soulevé, il y avait déjà du chlordécone qui descend dans le sol. Et que parfois le chlordécone, pour pouvoir relever dans l'eau, ça peut être 10, 15 ans, 20 ans, vu l'épaisseur des couches de terre, avant que ça n'arrive. Nous avons des obligations envers l'avenir de notre pays, envers nos enfants, envers nous-mêmes. Donc, nous devons de préfigurer en analysant l'existant, mais ce qui va arriver, et ceci n'est pas fait. Les élus qui sont membres délégués communautaires des communautés d'agglomération laissent leurs agents aller en réunion aujourd'hui à droite et à gauche pour dire quelles sont les priorités sur le réseau qu'ils font faire, alors que les institutions les regardent tranquillement. Parce que l'État, nous sommes en décentralisation, il y a une liberté de gestion des collectivités. L'élu ne sait pas ce que son cadre va faire, alors que celui qui est responsable du plan d'aménagement de sa collectivité, du plan local d'urbanisme, il y a quelque chose qui cloche. On a mis la charrue avant les bœufs une fois de plus. Donc dans cette cacophonie, vous voulez nous dire, Jacques Davila, qu'en 2018, on est encore loin de régler ce problème? Si nous voulons, si les hommes de bonne volonté, les femmes de bonne volonté acceptent de s'écouter, de s'entendre et de dire prenons le problème par le bout. Tous les scientifiques et les philosophes savent que quand un problème est posé correctement, la solution devient évidente. Seulement, il faudra du courage. Il faut abolir les égos hypertrophiés et surdimensionnés. C'est l'état normal, madame, monsieur, que dans un pays qui se targue d'être une terre d'excellence, d'avoir autant d'administrateurs en territorial, d'attachés, d'ingénieurs territoriaux, et que nous soyons dans la mouise dans laquelle nous sommes. Donc on est parti pour encore de nombreuses années. Ah oui, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, si on n'arrive pas de manière unitaire, à avoir au moins sur la base d'un plus petit dénominateur commun, ensemble, comme on disait autrefois à la campagne dans les convois, toute tête en même chapeau, tout pied en même soulier. C'est la seule solution pour qu'ensemble nous arrivons à y aller, et ceci sans état d'âme. Quel est le plan d'action pour 2018? Le plan d'action pour 2018, nous sommes en train de collationner systémiquement toutes les plaintes possibles et inimaginables pour bâtir une stratégie offensive pour commencer à faire appliquer le droit, comme nous l'avons commencé dans d'autres secteurs, dans d'autres disciplines, dans d'autres services de l'État et de collectivités, de manière à ce que, avant les arrêts judiciaires de juillet, la fermeture des tribunaux, qu'il y ait une foultitude de plaintes. Comme ça, les gens comprendront, ils vont ranger leurs doigts sur la couture de pantalon pour se mettre comme un légionnaire au garde à vous pour dire « Non, non, c'est vrai, ça suffit, on va mettre de l'ordre, on va répondre aux usagers, on va faire les factures correctement, on va faire les choses comme il faut. » Parce qu'il faut avoir envie et de faire un premier pas. Et après, on va mettre un pied après l'autre. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Sur le prix de l'eau. Alors, le prix de l'eau, il faut qu'à la sortie, quel que soit le temps que nous y mettions, que nous arrivions à avoir un prix raisonnable qui permette de couvrir les frais de production. Raisonnable pour vous, vous avez une idée au mètre cube? On ne peut pas avoir de prix parce que c'est tellement disparate. Un prix raisonnable sur l'ensemble du territoire guadeloupéen? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible, il suffit d'améliorer la technique. Il est impensable que nous ayons un coût de 120 millions d'exploitation et que nous perdons 40 millions, alors que n'importe quel département de l'Hexagone qui a 400 000 habitants n'a pas un coût d'exploitation de ces réseaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. L'argent s'évapore. Il y a une partie, nous avons trouvé au Siago, c'est devant les tribunaux. Hein? L'argent ne devient pas du champagne chimiquement, c'est pas possible. Hein? Faut arrêter ça. Maintenant, on va chercher toutes les gabegies, on va chercher en améliorant les réseaux, parce que ce que vous savez, si nous réussissons à colmater nos réseaux, à les remettre en état, à les moderniser, quand vous dites colmater, les mettre en temps, Monsieur Davila, quand vous dites colmater, en plaçant le montant de l'économie sur 15 ans à 1%, nous faisons 700 millions d'euros. Vous ne vous rendez pas compte? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Nous payons plus de la moitié des investissements que nous aurons à faire, car ils seront de très loin supérieurs à 1 milliard, pour une raison toute simple. L'opinion le sait et n'y pense pas.
la plupart des réseaux, les gros feeders, les gros diamètres, passent sur le terrain des gens sans qu'il y ait de déclaration d'utilité publique, sans qu'il y ait l'accord des gens. Combien de personnes en aient acheté un terrain découvert, il y avait un tuyau chez eux, petit ou gros, ils ne le savent pas. Les tuyaux qui assurent les besoins de survie de la Grande Terre, ces tuyaux-là ne sont pas calculés au séisme. Les liaisons des ouvrages béton avec les éléments fonte ou métal ne sont pas au séisme, ce n'est pas conforme aux normes. Aucune des usines n'est en conformité. Donc, vous avez dressé l'expertise, Monsieur Davila, vous avez évoqué les problèmes. Le prix de l'eau, on a abordé cette question. Aujourd'hui, les tours d'eau qui sont en train de se faire, certains abonnés ne savent même pas quand est-ce que les tours d'eau vont se faire. En se réveillant le matin, certains usagers n'ont pas d'eau pendant 2, 3, 4 jours. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là, qu'il faudrait encore patienter, qu'il faudrait encore prendre du temps, des années, patienter, encore, des mois? Parce que nous sommes en train de prendre les mesures juridiques pour améliorer cette situation. Pour ce faire, pour respecter les votes des budgets, même si je ne suis pas d'accord personnellement avec cette définition de priorité, il y a eu des votes budgétaires qui ont été faits en région et en département avec l'aval des uns et des autres. Nous allons respecter ce choix pour permettre à une partie de la communauté d'avoir des travaux qui vont être engagés bientôt pour améliorer leur situation. Il fallait bien commencer par quelque part. Et d'autres communes, d'autres sections de communes vont avoir des solutions prochainement, parce que une fois que nous aurons réussi ce rassemblement, au moins ce plus petit dénominateur commun, nous aurons beaucoup plus d'argent. Car si vous prenez les 28 millions du département et les 20 millions, ça fait 48 millions, arrondissant à 50 millions. Si vous avez 1 milliard, monsieur, ça fait 20 ans. Ça veut dire qu'ils vont attendre 20 ans. Nous proposons, nous avons de l'ingénierie financière experte sur notre territoire. Nous allons utiliser, par voie de droit s'il le faut, par des mesures coercitives si de besoin, les moyens intellectuels et de fait qui existent pour pouvoir avancer la cause de notre pays. C'est-à-dire que nous mettrons beaucoup moins de temps. Parce qu'il faut plus que 50 millions par an, ça va créer de l'emploi, ça va créer de l'emploi de qualité, parce que la chimie, la physique, la mécanique de l'eau, l'ingénierie de l'eau, dans tous ces aspects, c'est de la compétence et de la qualité. Notre pays, s'il veut être une terre d'excellence, doit avoir le dire en harmonie avec le faire. En harmonie avec le fer, pas d'eau, pas de détour d'eau, et les abonnés qui continuent à recevoir des factures. Ah oui, monsieur, ça fait partie de ces aspects, ces factures injustifiées, irrégulières, et je peux vous dire... Alors, les abonnés, ils doivent continuer à payer Non, absolument pas. Ils ne doivent pas payer. Non, ils ne doivent pas payer ce qui est régulier, ils doivent payer ce qu'ils avaient d'habitude, parce que la plupart des factures émises sont absolument irrégulières, dans la mesure où la Générale des Eaux, dans la plupart des cas, ayant terminé son contrat le 31 décembre 2016, les comptes ne sont pas validés, ne sont pas arrêtés de cette rupture, et ce qu'on appelle l'obligation de service, le contrat de service entre l'usager et le prestataire, donc la régie ou le syndicat intercommunal ou représentant de délégataire de la communauté d'agglomération, ceci n'a jamais été signé. Les lois, parce que l'usager, nous sommes dans une affaire particulière, il y a du droit privé, il y a du droit public, mais il y a du droit de la consommation. L'usager est un client consommateur dont on viole le droit tous les jours. Il faut que cela cesse. Et ces comptables publics qui vont faire des saisies sur les gens sur des bases trucs, je rappelle qu'il y en a pas mal qui sont condamnés ces derniers temps. Au niveau de la qualité? Au niveau de la qualité, il existe les moyens pour ce faire. Il faut l'améliorer notablement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans une analyse d'eau, on ne trouve que ce que l'on cherche. Et les analyses d'eau, madame, monsieur, ne prennent pas en compte la recherche des pesticides, dont la chlordécone et les autres dérivés, les autres hydrates. Donc c'est anormal ceci. Il faut que nous dépensions plus pour des analyses de qualité au service de nos populations, car nous avons des devoirs envers la santé de nos compatriotes. Et les élus en charge et les agents ont pour mission de remplir le contrat moral de service public qu'ils ont pour rendre un service efficace au public, qui le paye pour ça d'ailleurs. Et même si c'est un cadeau
que l'on faisait, on doit remplir sa mission. C'est ça l'obligation de service public, que les gens s'améliorent. C'est ça l'obligation de déontologie du service public, que tout le monde oublie. On voit que vous êtes très bien imprégné de ce sujet, en espérant qu'au cours de cette année 2018, que l'ensemble des élus et vous-même, vous allez vous mettre... Au moins de majorité pour commencer, monsieur. Au moins de majorité vont se mettre d'accord autour d'une table pour pouvoir régler, pour commencer à quoi votre exposé, on est encore parti pour de nombreuses années sur ce problème de l'eau. Pas spécialement. Parce que de plus en plus, officieusement, les réunions se tiennent, monsieur, des agents, des techniciens, il y a des gens, les hommes de bonne volonté, hommes et femmes ont commencé à se mettre. Je m'associe à des tas d'associations, l'ordre des avocats, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des unions patronales, parce que nous avons un objectif commun, nous vivons sur le territoire, et vivre ensemble fait partie de cela. Il faut faire ensemble, et c'est comme ça que les hommes apprennent à se connaître, et c'est comme ça qu'on va bâtir demain. Ensemble. Merci Jacques Davila. Madame, monsieur, merci. D'avoir répondu à l'invitation du ZCL sur cette problématique épineuse du problème de l'eau en Guadeloupe. On va continuer avec toi, Keïssa, pour la suite. Oui, bien sûr, Jean, mais avant de faire un retour sur nos sujets, sachez qu'après un report, Louis Molinier de retour au tribunal, c'est donc hier que s'est ouvert le procès de Louis Molinier. Pour rappel, le maire de Terre-de-Haut et 6 autres personnes sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre pour détournement de fonds publics, favoritisme, blanchissement et recel de ces infractions. L'affaire n'est pas pour autant clôturée car elle se poursuit encore aujourd'hui. Voilà, et on continue avec nos sujets. On part maintenant pour le CHU. Et comme je vous le disais dans le journal d'hier, certains services ont réouvert au CHU. À cet effet, nous nous sommes donc rendus sur les lieux pour une visite. Allons dans un premier temps au service cardiologie qui a réouvert il y a une semaine de ça. Puis rendons-nous en pédiatrie qui, elle, a réouvert hier. Nous écouterons à cet effet Stella Fleurival ainsi que Stéphane Berniac, responsable de la construction du nouveau CHU, au micro de Stanley Manicor. Aujourd'hui, nous avons la tour nord qui a été réinvestie au mois de décembre et l'enjeu aujourd'hui, c'est de réinvestir la tour sud, donc la tour emblématique du CHU, qui est la tour la plus haute, dans laquelle aujourd'hui est installé le service de neurologie, de cardiologie au niveau du 5e étage. Donc ces services ont regagné leurs locaux. Ils étaient antérieurement, transitoirement en tour nord. Donc là aujourd'hui, ils regagnent leurs locaux. La chirurgie pédiatrique est au niveau du 3e étage. Et depuis hier, la pédiatrie également a regagné son service sa localisation d'origine, le 9e étage. Nous avons réintégré la cardiologie il y a environ une semaine, la semaine dernière. On était donc hébergés en service de pneumologie. Et avant ça, on faisait un peu la navette entre Basse-Terre et certaines fois la polyclinique. Il y a forcément encore des petits dysfonctionnements puisque les choses se remettent en place petit à petit. Mais dans l'ensemble, la prise en charge, comme à l'habitude, de qualité est optimale. Il faut savoir que la pédiatrie générale, secteur petits et moyens enfants, ont intégré le 9e étage hier. Donc nous avons une capacité d'accueil actuellement de 11 bébés, 11 petits. Donc le déménagement s'est très bien passé avec un personnel très motivé, une direction des soins quand même qui ont un regard quand même sur le déménagement, qui nous ont donné en fait leur accord. Et donc nous sommes contents. Pour le moment, tout se passe bien. Les enfants ont bien été transférés, tout s'est très bien passé au niveau de tout ce qui est gestion des fluides, de la sécurité, tout a été contrôlé. Donc c'est une réintégration qui s'est faite tranquillement, avec sécurité et avec efficacité. Ça a été un bouleversement, ça n'a pas été simple pour nous les agents. Mais souhaitons qu'effectivement qu'on n'ait plus à revivre ça. Nous réinvestissions progressivement les différents niveaux de la tour sud dans des conditions de sécurité qui sont vérifiées. Certes, la commission de sécurité passera officiellement le 24 janvier, mais nous avons d'ores et déjà toute une batterie de rapports d'organismes de contrôle extérieurs agréés par le ministère qui attestent que les installations de sécurité technique, que ce soit au niveau des ascenseurs, des installations électriques et du système de sécurité incendie, sont conformes avec quelques réserves sur lesquelles nous travaillons, mais ce ne sont pas des réserves majeures qui empêchent aujourd'hui d'offrir une capacité d'accueil et de soins aux Guadeloupéens. Et voilà, c'est tout pour la réanimation qui devrait, elle, reprendre aujourd'hui de service. Et voilà, il est 12h59 sur le ZCL. Nous le rappelons, vous nous regardez en direct de C10 FM 103, mais aussi de Radio Haute Tension. On se retrouve après la pub.
De retour sur le plateau du ZCL, on va faire un rappel des titres, Keïssa. Oui, tout à fait. Et nous avons ouvert le journal d'aujourd'hui en partant au CHU de Pointe-à-Pitre, comme je vous le disais, dans le journal d'hier. Certains services sont réouverts. À cet effet, nous nous sommes donc rendus sur les lieux afin de faire une visite de ces derniers. Prenez maintenant vos bagages. Notre correspondant Maurice Cessé vous fera par la suite voyager pour Paris au cœur d'un entretien qui s'est déroulé hier entre Philippe Joc, président, et Florus Nestard, directeur de la DOM, avec la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Et nous finirons le journal d'aujourd'hui avec l'ADEAL qui sensibilise les acteurs économiques et institutionnels et à l'écologie industrielle et territoriale. C'est un nouveau mode de développement économique, écologique et social qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes. Nous en parlerons plus amplement en fin de journal. Mais pour l'heure, c'est l'interview avec Jean. On se retrouve sur ce plateau avec l'invité du jour, notre deuxième invité, Ferdi Luzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation du ZCL, initialement prévue vers 12h30, mais bon, vous êtes bien présent. Alors, vous êtes ici au titre du président du conseil d'administration du Parc national de Guadeloupe, vous êtes aussi maire de Goyave depuis 2008. On va s'attarder dans la première partie en tant que président du Parc national de la Guadeloupe. Alors, après le passage de l'ouragan Maria, comment se porte le parc ? Oui, le parc se porte bien et pense ses plaies, si je peux m'exprimer ainsi, puisque nous avons eu des dégradations importantes à hauteur de plus de 1 200 000 euros sur nos équipements, notamment sur le massif forestier, au Mamel, sur le bâtiment administratif aussi à Saint-Claude. Donc nous restaurons, nous reconstituons, nous avons monté un dossier de demande de financement et d'accompagnement auprès de l'Agence française pour la biodiversité, auprès de notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la transition écologique, et également auprès de la région Guadeloupe. Auprès de la région Guadeloupe. La région et le département. Alors, quels seront les projets pour 2018 du parc ? Alors, poursuivre notre politique d'accompagnement des communes à travers la charte du Parc national de la Guadeloupe. Donc, mettre en place avec les communes, les accompagner sur la mise en place de leur politique de développement durable. Je prends des exemples en matière d'écotourisme, en matière d'éducation à l'environnement, en matière de connaissance de nos milieux naturels, notamment sur la mise en place, on va lancer un grand chantier de réalisation pour 15 communes de Guadeloupe d'atlas de la biodiversité communale et qui va nous permettre de faire un inventaire précis de tous nos milieux naturels, de faune, de flore, de nos milieux aquatiques et qui sera un excellent ouvrage de référence pour aider les communes dans leur politique d'aménagement. Parce que vous savez que maintenant, avec la loi sur la biodiversité, en matière d'urbanisme, lorsqu'on décide d'une politique d'aménagement, il faut faire très attention à préserver les milieux naturels, à respecter ce qu'on appelle les trames vertes, les trames bleues, les corridors écologiques. Donc tous ces éléments, ce travail-là d'accompagnement sera fait par le Parc national. Puis bien évidemment, on va poursuivre notre travail de coopération à l'international et donner une large mesure, une large place au projet de réintroduction de la menthe. On va revenir dans tout à l'heure. Au niveau de la charte, il y a combien de communes qui adhèrent aujourd'hui 15-16 communes? Sur les 21 communes, il y a eu 15 communes qui ont adhéré et puis maintenant il y a d'autres communes qui souhaitent adhérer. Nous avons des sollicitations de Bémarou, de Bouillante qui n'avaient pas adhéré à l'époque et qui souhaitent qu'on collabore avec elles sur leur politique de développement durable. Donc on leur apporte aujourd'hui, qu'est-ce qui fait faire on leur apporte un peu les connaissances du terrain qu'ont les agents du Parc national. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ces communes y adhèrent? Parce qu'à un moment donné, on sentait la réticence. Aujourd'hui, c'est plus fluide au niveau du projet même de la charte? C'était le temps pour certains élus, certains chefs d'unité de mettre en place leur politique de développement durable. D'autant qu'à l'époque, on est arrivé avec la charte du Parc national juste après les élections de 2014. Donc il fallait laisser le temps à ces élus de prendre leur marque et de définir leurs orientations en termes de développement durable. Et aujourd'hui, ces chefs des unités se disent pourquoi pas, ils sont rassurés, il n'y a pas trop de contraintes ou d'incompatibilité avec leur plan d'urbanisme. Et donc à ce moment-là, ils nous sollicitent. Il faut reconnaître aussi qu'ils voient le travail qui est fait par le Parc national, de pouvoir bénéficier de notre label dans un certain nombre de milieux, dans un certain nombre de domaines. Et puis, nous sommes vraiment ancrés dans une politique de développement économique, parce que le Parc national est un acteur économique au service des collectivités, que ce soit les communes, les intercommunalités, la région, le département. Vraiment, nous sommes au service de ces collectivités locales. Le parc de Guadeloupe, il est vu comment à l'étranger? On sait que vous avez pas mal de représentations, notamment au niveau du conseil d'administration en France. Comment le parc il est perçu à l'étranger? Il est très bien vu, très bien perçu. Nous avons obtenu un certain nombre de reconnaissances internationales. Un des plus titrés, c'est la reconnaissance qui a été faite en Australie, qualifiant le parc national de la Guadeloupe faisant partie des 21 sites les plus remarquables de la planète.
face à des pays comme la Chine, comme bon nombre les États-Unis et ailleurs. Donc on nous reconnaît pour notre méthode de gouvernance, pour la gestion des milieux naturels et puis pour l'intégration que nous donnons à la population par rapport à tout ce que nous faisons. Et la qualité du travail qui est fait de préservation et de valorisation de nos espaces naturels. Donc c'est très très bien perçu, à telle enseigne que nous avons eu à recevoir des agents venant de parcs du Canada ou des États-Unis ou d'ailleurs, même d'Afrique, pour voir comment nous fonctionnons en termes de structure d'accueil écotouristique, en termes de gouvernance. À telle enseigne aussi que nous sommes sollicités bien souvent dans des conférences internationales lorsqu'on veut parler de lutte contre le changement climatique et comment la biodiversité peut permettre de lutter contre le dérèglement climatique. À telle enseigne que le gouvernement s'appuie aussi sur nous, Parc national de la Guadeloupe, comme exemple, comme fleuron de la Caraïbe et avec les autres parcs nationaux de l'Hexagone ou d'Outre-mer, à telle enseigne que nous sommes sollicités par l'éducation nationale pour leur programme d'éducation à l'environnement, d'éducation au développement durable. Donc vraiment, je crois que c'est un parc qui, sans grande prétention, en toute modestie, est reconnu et sollicité un peu partout. Dernièrement, j'ai eu à conduire, dans le cadre de la diplomatie française, une mission en République de Saint-Domingue et nous sommes très sollicités par le gouvernement de la République dominicaine pour faire de la coopération avec le Parc national de la Guadeloupe en matière d'environnement, en matière de gestion des milieux, en matière de plan de gestion. La Banque mondiale nous a aussi sollicité pour qu'on accompagne le pays Haïti, pour leur permettre de mettre en place de plans de gestion pour construire, créer des parcs nationaux, des aires de préservation, des aires protégées, comme on le dit, au niveau des milieux naturels. Qui est ça? Monsieur Ferdi-Louisy, des projets sûrs à venir au niveau du parc? Alors, les projets sûrs, on se structure. Nous allons accompagner la région Guadeloupe sur le projet de mise en place d'une agence régionale pour la biodiversité, de manière à fédérer tous les acteurs qui gravitent autour de l'environnement, que ce soit le monde de l'université, que le monde de l'entreprise, que les services de l'État, que les associations environnementales, que les collectivités locales. Donc ce sera un très très beau projet qui va s'inscrire en ligne droite de la loi sur la reconquête de la biodiversité qui a été votée et qui va nous permettre de mettre en place des méthodes de gouvernance, tant pour les espaces naturels que les milieux aquatiques, et même sur un exemple précis sur un accompagnement sur la gouvernance de l'eau, parce que ce sont des compétences qui sont développées par l'Agence française pour la biodiversité et qui pourraient être confiées à une agence régionale. La thématique de la biodiversité, de l'environnement, elle est comprise aujourd'hui par les élus guadeloupéens. Vous avez le sentiment, vous travaillez depuis de nombreuses années ici, me semble, sur cette question. Est-ce que vous avez cette conscience que cette thématique, elle est comprise? En tout cas, les élus guadeloupéens en ont pleinement conscience. Et on s'en rend compte lorsqu'on voit des phénomènes comme ceux que nous avons vécus liés au dérèglement climatique, comme l'ouragan Maria, l'ouragan Irma. Vous voyez les conséquences et les dégâts que ça peut causer et le coût que cela occasionne. C'est pourquoi les élus ont parfaitement conscience. Bon, maintenant, il faut leur donner des outils d'application qu'il faut intégrer la préservation de la biodiversité dans les politiques d'aménagement. Il n'est pas concevable aujourd'hui qu'on puisse bétonner partout, qu'on ne puisse pas préserver des terres agricoles, qu'on ne puisse pas faire en sorte de lutter contre tous les phénomènes de pollution, y compris pour les déchets. Donc voilà, on s'en rend compte lorsque nous sommes envahis par des algues sargasses, avec les conséquences que cela peut avoir à la fois pour la santé, mais aussi pour les activités économiques, touristiques ou de loisirs pour les Guadeloupéens. Oui, les élus guadeloupéens en ont conscience. Maintenant, il faut que nous puissions les accompagner, et ce sera mon travail, de les accompagner en leur donnant, leur permettant de bien appréhender les outils qu'il faut pour définir leur politique publique en termes de développement durable. Ferdi-Louisy, vous avez aussi travaillé sur le PEGMA quand vous étiez conseiller départemental. Vous aviez un vieux projet au niveau du parc. Quand je dis vieux, le retour des Lamentins. On sait que l'année dernière, ces deux Lamentins sont arrivés en Guadeloupe. On sait que vous avez bataillé ferme pour le retour. Vous avez aussi pris des critiques. Aujourd'hui, on est où sur cette question des Lamentins? Et notamment, on en a perdu un. Il y en a un que le parc a perdu. Ah oui, c'était en 2016. Maintenant qu'on est en 2018, vous voyez comment le temps avance très vite. 2017, voilà, 2017 maintenant pendant 2018. C'est passé déjà en 2018. Et donc les premiers arrivés, les premiers Lamentins qui sont arrivés, c'était en 2016. Nous travaillons bien sur ce dossier qui est un très très beau dossier. Vous y croyez encore, Ferdi-Louisy? Qui est un très bon dossier de coopération. J'y crois même puisqu'on continue
travailler dessus et que le parc national et le gouvernement français est engagé. On a des avancées importantes avec le Mexique, mais il faut se dire aussi que c'est une expérience scientifique particulière. Oui, puisque nous savons justement que vous avez fait venir justement des spécialistes afin de soigner le deuxième Lamentin qui était malade, c'est ça? Absolument, qui était malade, et des spécialistes qui sont venus, puisque nous avons mis en place un collège de scientifiques internationaux qui viennent suivre et qui nous font profiter de leur expérience, qui viennent suivre Kai. Qui en ce moment est le seul animal qui est au Lamentin. Et nous avons fait venir aussi des membres du gouvernement du Mexique, justement dans ce projet de coopération. Et il y a une réunion importante qui va se tenir, une réunion technique importante qui va se tenir avant la fin du mois à Mexico, où j'aurai des collaborateurs du Parc national de la Guadeloupe qui seront présents pour faire vraisemblablement conclure la convention de coopération que nous aurons avec le Mexique, qui devrait nous prêter ou nous donner des animaux pour nous permettre justement de poursuivre ce programme qui a été primé et financé par l'Europe. Ça n'a pas coûté un sou à la Guadeloupe? Ça ne coûte pas. Ça n'a pas coûté un sou aux contribuables guadeloupéens? On a un programme qui est prévu à hauteur de 5 millions d'euros, qui est financé par l'Europe pour une grande partie, par l'État français, et puis par des sponsors, le groupe CITA Suez Environnement qui nous accompagne là-dessus, la GMF, la Fondation de France, et bien évidemment ça coûte forcément un sou à tout un chacun puisque nous payons nos impôts en France. Et donc le gouvernement français participe au financement, et donc ça rentre dans l'effort de solidarité nationale pour les 67 millions de Français, donc les 400 000 Guadeloupéens apportent peut-être une contribution, je ne sais pas, je dis ça comme une boutade pour sourire, de 10 €, mais il n'empêche que de toute façon sur un projet national où la Guadeloupe fait partie de notre territoire national, on ne peut pas dire que ça ne coûtera pas aux contribuables guadeloupéens, puisque l'impôt sur le revenu, nous l'apportons à l'ensemble de la nation française. Très brièvement, pour que nos éditeurs le sachent, Kai, c'est bien ça? Comment se porte-t-il? Il va bien, il a repris goût, on l'a mis dans une piscine, donc il mange, il joue. Et j'espère que sa santé sera préservée et que des compagnes et des compagnons viendront bientôt du Mexique pour pouvoir il y a un suivi normalement qui est fait. Est-ce qu'ils sont censés revenir régulièrement? Voilà. Il y a un suivi qui est fait par des experts américains, colombiens, mexicains, français, bien évidemment, puisque nous avons recruté un certain nombre de collaborateurs sur ce projet. Il doit être surveillé, comme on surveille un bébé avec un monitoring, il est surveillé. Mais bon, vous savez, la science est ce qu'elle est, on a la science de la vie, mais ce n'est pas nous qui décidons de la vie. Donc on surveille et on met en place les moyens, les médicaments qu'il faut pour que cet animal qui est sorti de Singapour puisse évoluer dans un autre milieu. Est-ce qu'il y a un projet de faire venir un deuxième, justement? Il y a un projet de faire venir plus qu'un deuxième, puisque le projet de réintroduction de Lamentin est basé sur une population d'une quinzaine d'animaux, 10 femelles et 5 mâles, pour assurer la reproduction dans leur milieu naturel. Et c'est pourquoi avec le Mexique, nous sommes sous des avancées importantes. Nous devrions obtenir, je crois, entre 4 et 5 animaux, c'est-à-dire 2 couples, et peut-être le cinquième animal, ce sera peut-être une femelle. Donc les pourparlers sont bien avancés, et ensuite on continuera. J'ai été sollicité dans le cadre d'une rencontre à Paris au mois de décembre par le gouvernement de la République dominicaine pour aussi faire une coopération et nous prêter des animaux pour lancer ce programme de reproduction des Lamentins et de réintroduction dans leur milieu originel. Ferdi Luizy, vous êtes maire de Goyave depuis 2008. Oui. Vous avez hérité d'une commune, on se rappelle, qui avait des difficultés financières. Vous avez retrouvé le sourire, vous avez retrouvé tous les indicateurs sont bons pour vous. Aujourd'hui, comment se porte bien votre ville? Elle se porte bien, déjà. Je l'ai déjà dit, j'aurai l'occasion d'annoncer à la population la situation lorsque je présenterai les vœux. Je profite, excusez-moi, pour présenter à vous, journalistes, mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour 2018, à vos téléspectateurs, à la Guadeloupe tout entière et à tous ceux qui vous suivent sous les différents réseaux pour que nous partagions ensemble le bonheur de réussir 2018. Oui, donc notre commune a une situation financière qui est saine, qui est reconnue. À la limite, presque qu'on nous reprocherait d'avoir trop bien géré la commune de Goyave. Mais c'est un reproche que je qualifierais sous une forme de boutade, parce que nous sollicitons un certain nombre d'organismes, nous sollicitons l'État sous des subventions, et dernièrement on m'a répondu mais vous n'êtes pas prioritaire parce que vous êtes bien géré. Et donc du coup ça me fait sourire,
mais en même temps, on continue d'avancer. On a notre programme annuel d'investissement. Nous aurons peut-être à l'occasion d'en parler tout à l'heure, l'inauguration du gymnase qui a été réalisé par la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, le rôle des sports tédirinaires. Nous avons des programmes de construction de nouveaux groupes scolaires, d'amélioration du cadre de vie de la population. En 2018, quels sont les projets? Alors les projets, les investissements que vous allez faire sur votre... Les investissements qui ont été arrêtés lors du conseil municipal du 22 décembre dernier de 2017 sur les orientations budgétaires. On va mettre une priorité sur l'aménagement de la plage de Sainte-Claire pour asseoir notre politique d'écotourisme, sur l'aménagement de chute de Bradford et aussi un accompagnement sur le chute de Moreau avec le parc national de la Guadeloupe pour toujours asseoir notre politique écotouristique. Nous allons mettre l'accent sur la réalisation, la construction d'un groupe scolaire, donc le marché est déjà lancé, qui va regrouper à Bois-Sec. On garde le côté rural de l'école dans notre commune. Nous aurons aussi la réalisation de nouvelles églises. Le marché est déjà lancé également. Et poursuivre la sécurisation des routes communales. On a fait un gros travail sur les routes communales dans le bourg, avec accessibilité. Maintenant, on va faire un travail de sécurisation sur d'autres sections de la commune, puisqu'on constate qu'avec les embouteillages sur la route nationale 1, beaucoup de véhicules empruntent les sections de Goyave et entraînent des risques pour la sécurité de la population. Donc nous allons mettre en place des mesures très très strictes et renforcer la protection des populations qui vivent dans ces sections par rapport à des circulations que nous n'avons pas sollicitées et qui sont du fait que, par exemple, pour aller à Capesterre, souvent on passe sous les sections de Barthélemy, de Christophe, et les véhicules roulent à grande vitesse. Donc là, on va mettre en place des mesures très strictes et j'espère avoir la collaboration des forces de gendarmerie pour rappeler à l'ordre que la sécurité routière, c'est un phénomène qui est très important parce qu'on ne peut pas chercher à attenter comme ça à la vie de population. Et puis nous poursuivons notre travail sur l'embellissement de la commune en nous lançant bien évidemment sur une voie politique. On a déjà demandé des fonds et des subventions à différents organismes, à différentes collectivités pour poursuivre ce travail d'embellissement de la ville de Goyave. Vous êtes maire de Goyave. Est-ce que vous avez tous les matins ce sentiment quand vous recevez vos administrés, le problème de l'eau? Quelle est votre vision dessus? J'ai entendu tout à l'heure votre invité parler de la problématique de l'eau. Moi, je suis comme tous les Guadeloupéens, je le vis. Hein. Vous êtes le politique. Le politique que vous êtes, votre vision, c'est quoi? La vision, c'est qu'il y ait de l'eau parce qu'on a de l'eau en abondance et qu'il faut mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Moi, j'avais fait des propositions en 2013 lorsque je siégeais au conseil syndical du SIAG. J'avais eu à négocier une sortie de crise avec la Générale des Eaux qui s'est très bien passée. Et donc j'avais eu une vision, une orientation qui nous permettait de gérer cette problématique de l'eau, notamment sur les secteurs qui concernaient les communes qui concernaient le SIAG. Bon, ça n'a pas été suivi. Bon, je le regrette. Moi, je pense que des méthodes que j'ai mises en application au niveau de ma commune de Goyave et qui ont prouvé leur réussite, j'aurais parfaitement pu les mettre en application au niveau du SIAG. Mais tout est une question de politique politicienne. Et donc, quand on sera sorti dans la notion de politique politicienne, qu'on va travailler sur des problématiques techniques avec les techniciens, avec les compétences locales, en donnant des orientations claires, et les réponses seront apportées aux Guadeloupéens. Donc, il n'y a pas d'issue fatale à la problématique de l'eau en Guadeloupe. Moi, je suis persuadé, si on a les bons hommes ou les bonnes femmes à la bonne place au bon moment, qu'on réussira à régler le problème de l'eau en Guadeloupe dans des délais qui seront beaucoup plus courts que ceux qui est annoncé et qui paniquent les Guadeloupéens en se disant mais quand est-ce que ce problème va se terminer? Ce problème peut être réglé vite et bien. Il suffit d'avoir les bons hommes et les bonnes femmes à la place qu'il faut et au moment où il faut. Demain, vous allez inaugurer le hall des sports de Goyave tédirinaire en présence du préfet de région, du président du conseil régional, du président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, Jocelyn Sapoti et vous-même. De Tédirinaire. De Tédirinaire, cet édifice qui va porter son nom. Aujourd'hui, il y a une petite polémique autour Vous n'avez pas eu l'assentiment du conseil municipal sur ce nom? Vous n'avez pas eu l'adhésion? Si. Il y a eu une délibération à l'unanimité au niveau du conseil municipal. La délibération a été transmise à la communauté d'agglomération qui est propriétaire de ce bâtiment. Vous savez, il y a des polémiques partout. Des fois, il y a des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Surtout dans ce cadre-là. On a réussi à doter ma commune, le Goyave,
d'un tel bâtiment, de tel équipement sportif, et qui a une dimension régionale. Donc je me satisfais déjà de voir la réalisation de tel bâtiment. C'était un rêve d'enfant que je caressais de réaliser ce gymnase. J'aurais jamais pensé que demain je serais devenu maire et pouvoir le réaliser. Je suis moi-même un ancien volleyeur. Les filles de l'IES Goyave auront droit à s'entraîner dans ce gymnase ou pas? Je termine bien pour vous expliquer dans quel état d'esprit je suis. Je suis moi-même un ancien volleyeur, donc je connais les besoins du volleyball. Je l'ai pratiqué dans des conditions incroyables, que ce soit sous du goudron, sous du béton, à la plage, et ça ne m'a pas empêché de devenir un grand champion au volleyball, d'être sélectionné au niveau local, d'être sollicité au niveau national. Aujourd'hui, on a d'autres conditions, il y a d'autres équipements, c'est formidable, on a d'autres conforts. Et ces jeunes-là, on les accompagne toujours. L'association US Goyave, c'est celle qui reçoit le plus de subventions de la municipalité pour les accompagner, pour les déplacements, que ce soit sous les championnats anti-Guyane ou les championnats en France hexagonale. Et donc ce gymnase, il a été conçu comme un rêve pour moi, et mon rêve, c'est que tous les jeunes puissent entièrement s'épanouir. Alors je serais sectaire en disant que pour le volleyball, je ne peux pas le faire parce que je suis maire, c'est comme par rapport à la laïcité. Donc ce sera pour les volleyeurs, ce sera pour les handballeurs, ce sera pour les basketteurs, ce sera pour aussi ceux qui veulent pratiquer le badminton, ce sera aussi pour les jeunes majorettes de Goyave, et ce sera pour tout le monde. Et il va être fonctionnel, il a subi des dégradations importantes suite au passage de l'ouragan Maria. Les travaux viennent de se terminer pour une grande partie il y a à peu près 4 jours. Ça tombe bien puisque l'inauguration va se faire. Et j'attends que les rapports techniques, c'est-à-dire la commission de sécurité, puissent passer, des ajustements techniques pour reprendre les marquages au sol, etc. Et que nous puissions tous nous amuser. Et moi, je lance un défi aux jeunes du volleyball. Je leur dirais que je viendrai au premier entraînement pour jouer avec eux dans ce gymnase flambant neuf portant le nom de Teddy Riner. C'est ça. Monsieur Ferdi-Louisier, un dernier mot avant de nous quitter. Oui. On vous écoute. Ah, un mot de conclusion, je crois. Oh oui, un mot de conclusion. Excusez-moi. Un mot de conclusion, c'est pour inviter tous les Guadeloupéens et tous les Goyaviens aussi à venir à cette inauguration avec Teddy Riner, rendre hommage à ce jeune qui aura lieu demain à 16h, demain samedi, 13 janvier à 16h, au gymnase qui va porter le nom de Teddy Riner de Goyave, qu'on appelle un hall des sports. Et puis inviter aussi la population de Goyave à accueillir tous les Guadeloupéens dimanche 14 janvier sous la grande parade carnavalesque qui débutera à 15h à Goyave également. Donc ce sera vraiment le week-end guadeloupéen de la ville de Goyave. Et je vous invite tous en ce début d'année à nous rejoindre et à passer un excellent moment ensemble. Merci Ferdi-Louisier d'être l'invité du ZCL. On va poursuivre, Kissin. On développe un prochain sujet juste avant de passer à la pub. Partons maintenant sur le Gosier où hier eut lieu une réunion entre les élus. Elle tournait autour du sujet des offres de soins, un projet qui n'a pas attendu les phénomènes qui ont touché nos îles au mois de septembre, encore moins l'incendie récent du CHU. En effet, ce dernier était prévu depuis bien longtemps. En outre, ce rassemblement avait pour but de faire plusieurs points, tant sur le point de vue financier des hôpitaux que sur les contraintes, tant de sujets qui ont été abordés. Écoutons Élie Califer, président de la Fédération hospitalière de la Guadeloupe, au micro d'Olivier Félix. Écoutez, aujourd'hui, nous avons voulu rencontrer l'ensemble des parlementaires élus en Guadeloupe afin de faire le point sur, disons, l'hospitalisation publique en Guadeloupe et l'offre de soins. C'était une réunion qui était prévue depuis des mois, même avant le cyclone, avant l'incendie du CHU, mais disons les calendriers contraints des uns et des autres ont fait qu'on a pu se voir qu'aujourd'hui était essentiel pour nous qu'on fasse le point sur la situation financière des hôpitaux, sur les contraintes, sur les freins, et aussi sur l'offre de soins, en même temps les dossiers que les parlementaires auraient à défendre concernant le financement des hôpitaux, car nous avons un vrai souci avec, disons, la TDESA, et nous trouvons tous nos hôpitaux, vous le savez, en situation financière critique et déficitaire. Et il fallait aussi qu'on entrevoie ce que nous appelons, et les dossiers sur lesquels nous avons travaillé, la coopération sanitaire, et comment nous pouvons faire en sorte que, disons, l'aide médicale d'État soit versée plus rapidement afin que nos hôpitaux ne soient pas en difficulté. Donc voilà un peu l'ensemble on va dire, des sujets qui ont été abordés cet après-midi.
avec un débat très, disons, très fort et rempli d'idées nouvelles aussi. Et nous avons pris l'engagement, la Fédération hospitalière, de continuer à travailler sur nos dossiers et d'alimenter les parlementaires afin qu'ils défendent ces dossiers de la Guadeloupe. Nous avons aussi de très bonnes relations avec la Fédération hospitalière française, mais il faut que l'offre de soins soit une offre de soins de qualité. En même temps, il faut qu'on puisse travailler sur un projet régional de santé qui tiennent compte des difficultés du pays, de la géographie du pays. Autant vous dire qu'il y a à tirer leçon des événements qu'on vient de connaître, et la Fédération hospitalière se fera forte de pouvoir réunir l'ensemble des partenaires afin de faire des propositions concrètes et réelles qui seraient portées et soutenues par les parlementaires. Il y avait les députés, il y avait aussi les sénateurs. Donc nous voulons vraiment faire remonter la volonté de la Fédération hospitalière pour que les patients, d'où qu'ils sortent, que ce soit des Saintes, que ce soit de Marie-Galante, que ce soit de la Désirade, qu'il ait une meilleure prise en charge possible, notamment dans les lieux qu'on pourrait considérer comme étant des déserts médicaux, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas une véritable couverture en qualité de soins, ni en soins même, parce qu'il n'y a pas forcément les professionnels. Donc il faut revoir l'intégralité des dispositifs pour permettre de rassurer la population de la Guadeloupe, ce qui me semble tout à fait normal. Il est 13h31 sur le ZCL. On ne l'a pas dit, Jean, mais nous vous le souhaitons. Bon appétit à tous et à toutes. Nous le rappelons, vous nous écoutez en direct de Radio Haute Tension, mais aussi de C10 FM. Nous devrions recevoir Alex Boyou tout à l'heure après la pub. Notre invité, monsieur Alex Boyau, bonjour, vous êtes aussi par ailleurs président du groupe Victime. On a envie de dire aujourd'hui l'Office du Carnaval, vous êtes premier vice-président de l'Office du Carnaval de Guadeloupe, cet office qui fête ses 10 ans. Donc 10 ans, il y a quand même pas mal de choses qui se sont déroulées. Alors on a envie de savoir, pour cette décima, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 10 ans de l'Office? Oui, juste avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de vous présenter mes vœux à vous, animateurs, journalistes, en tout cas toute l'équipe de Canadis et ses téléspectateurs, des vœux de santé et surtout un bon carnaval. Les carnavaliers ont besoin de la santé. Ah, absolument, plus que nécessaire. Alors oui, l'Office du Carnaval fait ses 10 ans. Et en 10 ans, nous avons fait pas mal de choses. Il faut d'abord situer l'Office. L'Office se définit comme étant une entité fédératrice, justement au service d'un des temps les plus forts de la vie culturelle de la Guadeloupe. Il se fixe comme objectif de développer, de sauvegarder et de valoriser justement cette pratique autour du carnaval dans toute sa richesse et sa diversité. Bon voilà, nous ne sommes pas organisateurs de carnaval, mais nous accompagnons toutes les fédérations et comités qui restent des organisateurs de cette grande fête donc, du carnaval dans cette période. Voilà. Alex Boyau, outre les différents défilés que nous aurons durant ces jours du mois de janvier et pour en terminer avec les jours gras, aujourd'hui, l'Office du Carnaval perçoit le carnaval. Est-ce qu'il perçoit le carnaval comme vecteur économique pour la Guadeloupe? C'est justement ce qui a poussé justement il y a 10 ans de cela à créer cet office. Je rappelle simplement, ça a été une volonté politique de l'époque, du conseil régional de l'époque, pour nous permettre justement de bien cibler et d'aider justement ce carnaval qui est lourd aujourd'hui. Et on s'est rendu compte depuis bien longtemps, nous carnavaliers, depuis 40 ans de combat, que c'est un vecteur économique important et qui se prouve chaque année au travers donc de nos défilés, au travers de ce que nous pouvons présenter à l'extérieur. En tout cas, nous avons réussi là à convaincre et donc les élus aujourd'hui en prennent bien conscience et nous en sommes contents. On semble contents. Est-ce que ce carnaval guadeloupéen, il est promotionné dans des salons? Est-ce qu'au niveau des croisiéristes, est-ce qu'il y a un véritable travail de fond qui est fait pour pouvoir permettre à chacun des acteurs de jouer un rôle fondamental pour qu'on puisse avoir un très bon carnaval? Non, mais la remarque est très pertinente. En effet, depuis 2 ans, l'Office
l'Office du Carnaval participe au salon Topresa, hein, qui est le salon mondial, donc en tout cas des tours opérateurs. Et nous y sommes associés au CTIG, qui est l'organe central du tourisme en Guadeloupe. Et le carnaval, à travers l'Office du Carnaval, a toute sa place. Donc depuis 2 ans, nous promotionnons notre carnaval pour que ces touristes, n'est-ce pas, qui viennent, et d'ailleurs une étude d'impact sera faite pour bien démontrer le nombre de touristes qui viennent en période de carnaval pour ce carnaval et pas pour autre chose. Ils viennent pour le carnaval et nous le démontrons d'ailleurs pour les 2 temps forts que nous promotionnons principalement, à savoir le dimanche gras à Pointe-à-Pitre et le mardi gras à Basse-Terre, où vous avez plus de 50 000 personnes donc, de la population, en plus des touristes qui viennent. Et donc, oui, il y a des demandes. Les demandes sont très fortes, des tours opérateurs jouent le jeu. Et là, cette année, nous allons encore découvrir cela dans les rues un peu de la Guadeloupe, et essentiellement à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre le mardi gras. Essentiellement. Pour ce carnaval 2018, sur quoi a mis l'accent l'Office ? Est-ce que vous avez un point en particulier vous avez mis par rapport à l'édition 2017 du carnaval? Ce que nous disons aux organisateurs avec qui nous travaillons de façon très étroite, c'est de mettre l'accent sur la sécurité. Bien sûr, parce que là où il y a... Aujourd'hui, monsieur Alex Boyau, oui. Une question importante, une question capitale. Aujourd'hui, au niveau des différents défilés, au niveau du carnaval même en général, quel que soit l'endroit où il est organisé en Guadeloupe, avez-vous le sentiment que la sécurité est de mise? Écoutez, on n'est jamais sûr de rien en matière de sécurité. Mais le risque zéro n'existe pas, mais est-ce que les précautions sont prises? Absolument. On sait que la semaine dernière, à la préfecture de Guadeloupe, s'est tenue une réunion importante avec le préfet, l'ensemble des villes qui organisent le carnaval. Mais on se rend compte souvent, durant le carnaval, tout se passe bien, mais c'est après, à la fin du défilé, il y a des petits débordements. Oui, et c'est là où le bas blesse. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique au niveau de l'heure du début du carnaval? Est-ce qu'il n'y a pas encore un effort à faire? Alors, beaucoup d'efforts ont été faits. À Pointe-à-Pitre, ils partent à l'heure. À Basse-Terre, depuis 2-3 ans, nous partons à l'heure pour éviter toute dérive. Et c'est bien ce que vous dites. En préfecture, il y a eu une réunion très importante sur la sécurité. Mardi dernier, à Basse-Terre, avec tous les acteurs de la sécurité, à savoir le SDIS, les pompiers, la police, la gendarmerie, sous la présidence du maire de Basse-Terre, nous avons eu une grande réunion sur cette problématique de la sécurité qui pose toujours problème. Vous savez, quand vous avez plus de 50 000 personnes dans vos rues, rien n'est très sûr, il faut se donner le maximum de moyens pour canaliser donc les velléités des uns et des autres à cette période où tout le monde a un peu le sang chaud, c'est la période qui le veut. Mais en tout cas, les organisateurs que nous sommes, les bénévoles, justement, nous en appelons justement aux autorités, à l'État de nous aider, c'est ce qui se fait pour pouvoir justement faire que nos différentes, comment dirais-je, parades se passent dans très bonnes conditions et à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre. Il y a un travail énorme qui est fait en amont avant le début du carnaval. Vous prenez combien de temps vous commencez à travailler? C'est toute l'année? C'est toute l'année. Le carnaval a grandi. Maintenant, nous avons un bébé qui a grandi et qui est là et qui demande un travail de tous les instants. Donc, toute l'année, nous travaillons. En tout cas, nous, au niveau de l'Office du carnaval, on n'arrête pas. Nous sommes des bénévoles, je le rappelle. Nous avons... Combien d'équipes de combien à travailler à l'Office? Alors, à l'Office du carnaval, nous avons pour l'instant 2 salariés qui font un travail de fourmi. Mais vous avez un conseil d'administration qui préside cet office avec près de 25 membres. Vous avez des membres de droit, vous avez le conseil régional, vous avez le conseil départemental, vous avez les fédérations, les comités qui composent de par son statut, n'est-ce pas, l'Office du carnaval. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Ça n'a pas été évident au départ, mais rassembler des gens pour justement faire que ce carnaval soit visible n'a pas été chose aisée, mais aujourd'hui, après 10 ans, l'Office est sur les bons rails, on va dire ça, n'a pas encore atteint tout à fait sa vitesse de croisière, mais nous ne désespérons pas de l'atteindre très bientôt. En tout cas, au bout de 10 ans, nous voyons le travail qui a été fait. Ça se voit sur justement l'ensemble de l'archipel guadeloupéen, où les gens commencent à mieux comprendre le rôle de l'Office du carnaval. En tout cas, c'était justement le vœu que nous formulions à l'époque. Alex Boyau, il y aura des différents défilés ce week-end à la Riviera du Levant. Il y aura aussi une grande parade à Goyave. Jusqu'au jour gras, ça va être que vous allez suivre, vos équipes seront sur le terrain. C'est chaud. Ça va être chaud, c'est lourd, mais nous sommes une équipe très rodée.
Et là, je leur dis bravo, en tout cas, je profite de votre antenne, de la télé pour le dire. Bravo à toutes ces équipes de bénévoles qui, tous les dimanches, vont devoir retrousser les manches et faire que tous ces défilés se passent dans de très bonnes conditions. Vous l'avez dit, effectivement, dimanche, nous sommes à Goyave. C'est un des temps forts. Je profite pour regarder ma fiche parce que pour ne pas faire d'écart. Donc vous avez le défilé fédératif de la FCFG à Goyave à 15h, le défilé fédératif du comité de Sainte-Anne, pareil à 15h, et à Pointe-à-Pitre, un débrûlé à peau à 18h. Donc ça va être une journée vraiment où il va falloir vraiment être costaud et bien. Mais quand j'ai dit cela, l'Office du carnaval, depuis 2 ans, a décidé, en accord toujours avec les comités et fédérations, d'organiser l'élection du roi et de la reine. Oui. C'est le temps fort. C'est le temps fort. C'est le temps fort. Très rapidement, très rapidement. Très rapidement. L'Office du carnaval, depuis 2 ans, organise en alternance sur la Grande Terre et sur la Basse Terre. L'an dernier, c'était en Grande Terre, aux Abîmes. Et cette fois-ci, cette année, c'est dans les jardins de l'archipel. Nous allons donc avoir un très beau concours du roi et de la reine départementale de la Guadeloupe, où nous appelons donc tous les Guadeloupéens à l'espace, comment dirais-je, de jardin de l'archipel à Basse-Terre, où nous attendons un nombreux public, que je ne dis pas de bêtises, le 3 février. N'est-ce pas? Nous attendons tout le monde à partir de 19h, où tout le monde sera donc admis à venir, donc moyennant une somme, puisqu'il y a quand même toujours une recette à faire pour, en vue des dépenses que nous allons avoir. En tout cas, ce rendez-vous, il est pris, je le dis à toute la Guadeloupe, nous vous attendons, ça va être chaud, ça va être beau, il va y avoir donc des décors, il va y avoir donc de très belles choses de proposées par des groupes qui viennent, donc le samedi 3 février, que toute la Guadeloupe se rende donc au jardin de l'archipel pour assister à l'élection roi et reine donc du carnaval de la Guadeloupe. Vous êtes président de Victime. Très rapidement, oui. Vous serez aux différents défilés? Alors, pas cette année. Je donne rendez-vous, je rassure les membres de Victime. Nous avons, pour des raisons très pratiques, décidé de faire une pause parce que Victime a démarré très fort. Mais je dis que d'ores et déjà, l'an prochain, où le carnaval sera très long, nous donnons rendez-vous donc à tous nos membres. Mais déjà, samedi gras, la soirée traditionnelle de Victime aura lieu dans une boîte de nuit bien connue à Morin-Saint-Claude, où nous attendons tout le monde. Les femmes en rouge et doré, les hommes en rouge et blanc. Vous, effectivement, vous êtes invités de Victime ce soir-là. À l'office, ça coûte combien? Un budget de combien? Très rapidement, dernière question. Vous savez, oui, c'est près de à peu près environ 200 000 euros. On n'a rien à envier au carnaval caribéen, on n'a rien à envier. Absolument pas. Je crois que, sans entrer trop dans les détails, nous avons un carnaval qui est très regardé, qui est très prisé dans la Caraïbe. Nous sommes parmi les meilleurs aujourd'hui. Il faut continuer cet effort de valoriser ce carnaval qui est de plus en plus beau et magnifique. Merci Alex Moyot pour ces quelques mots sur ce carnaval. Donc des rendez-vous ce week-end à la Riviera du Levant et bien sûr à Goyave pour cette grande parade. Keïssa Zorobabel. Et comme je vous le disais en titre, partons pour Paris. L'avenir et la situation de l'ADOM, l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, était au cœur d'un entretien hier entre Philippe Job, président, et Florus Nestard, directeur de l'ADOM, avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Écoutons donc Philippe Job, président de l'ADOM, comme je vous le disais, au micro de Maurice Cessé. Nous avons abordé l'avenir de l'ADOM, les missions de l'ADOM, les missions actuelles, les missions prévues par la loi Égalité réelle Outre-mer. Nous avons fait un tour d'horizon complet sur la situation financière, sur la situation en termes d'effectifs de l'agence. Et nous avons rencontré une ministre attentive à nos besoins et consciente du rôle important que joue l'ADOM pour la mobilité des ultramarins en formation. Nous avons vraiment eu une écoute attentive de la ministre. Alors, concernant la situation financière de l'ADOM, on sait qu'il y a une baisse de dotation. Comment l'ADOM quelle disposition que l'ADOM va prendre pour faire face à cette situation? Ce sujet a été présenté à la ministre, qui le connaît déjà d'ailleurs. Elle connaît la situation de l'ADOM, mais nous avons obtenu l'assurance que, s'agissant des dispositifs opérés par l'ADOM, formation professionnelle, mobilité, les moyens seraient suffisants pour fonctionner toute l'année. Non, en fait, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ADOM aujourd'hui a plusieurs métiers. Certains métiers sont appelés à évoluer. Et donc, en fonction de l'évolution de ces métiers, en fonction du nombre de déplacements, le budget va être adapté. Mais je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui, de la part de l'État et du gouvernement, une volonté
retirer les moyens financiers à la DOM pour qu'elle assure ses missions de service public. Vous nous dites qu'il n'y aura pas de refonte de certaines missions de la DOM? Non, je ne dis pas. Non, les missions évoluent, les missions vont évoluer. Vous comprenez bien que sur les territoires, les besoins ne sont pas les mêmes d'un territoire à un autre. La situation en Guyane ou à Mayotte n'est pas celle de la Martinique ou de la Guadeloupe. Donc il y aura nécessairement à prendre en compte la DOM dans sa globalité et l'ensemble des territoires. Je veux dire, globalement, les effectifs devront être maintenus et les missions assurées. Mais c'est sûr que sur une population vieillissante, vous avez moins de déplacements, moins de formation professionnelle. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, la DOM a pour mission d'assurer la mobilité en formation pour les formations qui n'existent pas sur les territoires. Et donc le travail que nous faisons aujourd'hui avec le directeur général, c'est bien de nous assurer que les ultramarins ne partent que pour des formations qui n'existent pas sur le territoire. Il est plus facile de garder nos jeunes chez nous que de les faire revenir. Donc évidemment, nous travaillons à ce que les offres de formation soient plus étendues sur le territoire pour éviter que les jeunes s'en aillent. Et je vous le disais tout à l'heure en titre, l'ADL sensibilise des acteurs économiques et institutionnels à l'écologie industrielle et territoriale. C'est un nouveau mode de développement économique, écologique et social qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes. L'EIT invite à une transformation de l'organisation de notre territoire insulaire, tant sur le flux des matières et d'énergie qu'au niveau des relations entre les acteurs qui correspondent au tissu économique local. À cet effet, nous nous sommes donc rendus hier au Memorial Act sur le bateau Race for Water où nous avons pu voir divers ateliers. Le reportage avec Stanley Manicor. Dans le cadre du développement durable, le ministère nous confie le développement de l'économie circulaire sur le territoire et bien sûr ici en Guadeloupe. Il nous convient donc sur ces différents volets qui sont le grand public, les entreprises, les collectivités, les associations, etc. et tous les consommateurs d'une façon ou d'une autre, de les convaincre de passer à l'économie circulaire. Aujourd'hui, cet atelier s'adresse en particulier aux entreprises. On vise un petit public de la zone de Jarry pour commencer à lancer l'émulsion sur donc le passage à l'économie circulaire. On va présenter ce que l'on appelle un levier de l'économie circulaire qui est l'écologie industrielle et territoriale. Le but est de mettre des synergies, d'identifier les synergies entre les entreprises de façon à ce qu'un déchet d'une entreprise puisse être une matière première d'une autre et donc ainsi transférer plutôt que de repasser par racheter de la matière première et ainsi de suite. Économie circulaire. Le déchet, plutôt que de l'enfouir, si tant est qu'il est enfouissable, on va, si possible, le réutiliser. Donc un déchet d'une entreprise devient une matière première pour une autre. La volonté que nous avions, c'est de ne pas s'en tenir à de la théorie, mais aussi à de la pratique et avoir du résultat. Les entrepreneurs, il faut leur tenir un discours de résultat. Et ben c'est ce qui va être fait. On a fait intervenir donc un chargé de mission de développement de l'économie, de l'écologie industrielle et territoriale autour du port autonome de Strasbourg. Il vient nous présenter, cette structure existe depuis maintenant 4 ans. Il va nous présenter un peu de théorie, mais aussi de la pratique, qu'est-ce qui en est ressorti, les synergies qui ont été identifiées et bien sûr, quels ont été les bénéfices pour les entreprises. Le plateau du ZCL avec nos invités chez Saint-Barotte, notre chroniqueur, et Louis-Joseph, président de l'association L'Union fait la force de Capestarbello. Alors chez Saint-Barotte, on a envie de dire un triste anniversaire 8 ans après. Est-ce que Haïti avance? Un triste anniversaire, oui et non. Un triste anniversaire parce qu'il y a encore 40 000 personnes qui sont sans abri, qui n'ont pas de quoi manger correctement et surtout qui n'ont pas qui ne savent pas véritablement où dormir puisque 40 000 personnes sont encore dans la situation de camp avec des petits baraquements en toile et en jute avec du contreplaqué. Mais Haïti, comme le créole haïtien est assez explicatif, Haïti avance doucement. Haïti avance doucement. Et aujourd'hui, 12 janvier 2018, la commémoration de ce séisme qui a frappé Haïti il y a 8 ans. Je ne vais pas rappeler la mortalité de 120 000 personnes et les dégâts occasionnés par ce séisme. Tout au plus, l'impact économique de cette catastrophe, qui est, à ne pas douter, la plus importante de l'humanité durant la fin de ce XXe siècle, ce début du XXIe siècle. Il faut savoir que les experts estiment que la valeur totale
des dommages causés vont entre 9 et 13 milliards de dollars. C'est-à-dire avec un coût de la restructuration qui varie entre 120 et 200% du PIB haïtien, ce qui est énorme. On voit donc aujourd'hui le coût et l'effort et la volonté du peuple haïtien pour surmonter cette épreuve. Depuis 2011, cette date du 12 janvier est ainsi commémorée et l'appellation malgré tout a évolué en fonction des rapports de force politiques. Et depuis janvier 2017, avec un arrêté du 6 janvier de cette même période, cette journée est nommée Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres. Auparavant, depuis 2011, c'était Journée nationale de deuil. Ce qui montre donc qu'il y a une évolution dans la volonté du peuple haïtien pour avancer. Voilà la raison pour laquelle le titre de ma chronique d'aujourd'hui. Mais cette catastrophe, 8 ans après, permet d'apprécier véritablement la réalité des problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui Haïti. Ils sont nombreux et ils sont loin d'être solutionnés dans le court terme. Le premier problème que rencontre jusqu'à aujourd'hui Haïti, il est politique. Oui, justement. Pourquoi il est politique? Il est politique parce que entre 2010 et 2014, période de l'urgence et la reconstruction où Haïti devait reconstruire ses plaies, penser ses plaies, l'État haïtien a été sous la tutelle des organisations internationales, non seulement institutionnelles, mais sur le plan financier, et même sur les ONG. Pourquoi et comment s'est effectuée cette tutelle? Je dirais par là, quelque part, c'est que Haïti a souffert d'un manque de légitimité et d'autorité politique sur son propre territoire. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je vais expliquer ce manque de légitimité et d'autorité. Depuis 2010, Haïti, pour bon nombre d'experts, est devenue la République des subventions. Au travers de l'élan de générosité, plus de 1,5 million de personnes qui n'ont pas eu de logement se sont retrouvées donc à la rue. On a eu donc une compétition entre le gouvernement haïtien et ses organisations internationales pour loger ces personnes. Haïti est donc devenu un territoire de marchandage au niveau des ONG pour recevoir le maximum de subsides. Il faut savoir que sur les 16,34 milliards de dollars promis de l'aide d'urgence, pour une période qui va de 2010 à 2020, 6 milliards ont été versés effectivement. Je ne parlerai pas de ce qui n'est pas arrivé, de l'opacité de ces virements, du vol et détournement de fonds opérés par certaines ONG. Plus de 3000 ONG sont arrivées dans ce vaste business médiatique sur une catastrophe qui a fait près de 220 000 morts, je le rappelle. On voit donc également que sur cette période, de nombreux agents, de nombreux acteurs financiers et institutionnels n'ont pas fait confiance à l'État haïtien et au gouvernement haïtien. Est-ce qu'il fallait faire confiance? Oui et non. Oui, parce qu'on aurait pu légitimer et assurer l'autorité de M. Préval à cette époque. Non, pourquoi? Tout simplement parce que le pays est à 95% détruit. 98% d'administrations sont détruites. Et donc, pourquoi cette confiance ne s'est pas manifestée dans le versement de ces dons, de ces subventions? Il faut savoir que Haïti a reçu 1% de ces 16 milliards de dollars. Et où sont les 99 autres pourcents? La moitié a été versée au terme de l'urgence et encore un tiers est en train d'être versé de manière anecdotique, mais de manière ponctuelle par les organisations internationales pour financer tous les projets de reconstruction. Évidemment, ces projets de reconstruction vont d'abord pour les investissements et les grosses constructions publiques. Il faut noter que l'aéroport est en train d'être finalisé pour sa construction. L'hôpital central, l'université nationale sont en train d'être finalisé en termes de 8 ans après. 8 ans après. Ça a pris du temps. Avec un manque d'appareils, politiques, ça a pris du temps. Avec un État qui aurait eu toute la légitimité, ça aurait pu être plus rapide.
Non. Non, parce que Haïti souffre de nombreux autres problèmes. Vous avez un problème de gestion foncière. Toute l'histoire d'Haïti a été basée surtout sur des contrats oraux, verbaux pour la transmission des terres. Lorsque les organisations internationales ont demandé à qui appartient ces terrains pour construire des logements, des résidences, on s'est trouvé donc en face d'un gros problème. Et donc ce problème n'est pas résolu jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle bon nombre de logements sont bloqués, d'accord, dans leur construction, dans les dossiers de construction et de versement. Louis-Joseph, vous avez participé à cette action humanitaire en Haïti en 2012. Très très rapidement, quel constat vous faites après les 8 ans de son tremblement de terre? Est-ce qu'Haïti avance? Est-ce qu'on partage l'idée chez Saint-Baron? Oui, Haïti avance à grands pas. Ça fait depuis en 2010 jusqu'à 2018, Haïti avance. On a vu ça avance. On prend l'exemple de l'hôpital général. Ils ont fait des travaux. Et construction en Haïti aussi, ça a été avancé. Les gens construisent mieux. C'est surveillé par la mairie, par l'État haïtien aussi, la construction. Avant, on n'avait pas besoin d'un permis de construction. Maintenant, on a besoin d'un permis pour construire sa maison. Et ça avance. Il y a beaucoup d'architectes qui viennent travailler avec le gouvernement haïtien pour reconstruire Haïti, et les choses avancent. Au niveau de votre association, vous faites quoi en Haïti actuellement? Nous, on a créé un centre de formation qui s'appelle CFBP, Centre professionnel boulanger-pâtisserie, avec des jeunes après le séisme de 2010. En Haïti, on a créé un centre de formation, ça avance à petits pas. Et après, on a eu le Scol Mathieu à détruire ce centre-là, et on est en plein de... La reconstruction, en fait. Voilà. Donc vous êtes aidé? On est aidé un petit peu, et on demande de l'aide aussi pour avancer le centre par l'État, par la région de Guadeloupe. Conclusion, Chidi, 8 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient que Haïti avance. Haïti avance lentement, calmement, dans la solitude quelque part avec les organisations internationales, mais il y a une forte volonté, il y a un énorme besoin de personnel compétent. Il faut savoir que le premier géophysicien a été un haïtien qui a été diplômé de l'université de Purdue aux États-Unis, et depuis mai 2017, il travaille pour la prévention des cyclones et pour la prévention des risques sismiques en Haïti. Ce qui signifie donc aujourd'hui que face aux besoins de personnel qualifié, il y a également un travail à faire dans l'éducation des enfants et des adultes pour justement éviter et parer à ces nouvelles catastrophes. Merci Chedi Saint-Baron, merci à vous très rapidement. Dernier mot, très rapidement. Oui, un dernier mot pour on cherche des dons. Je laisse le numéro du centre qui est 06 90 91 30 99. On recherche des appareils de boulangerie, pâtisserie, un groupe électrogène pour le centre. En espérant que votre appel sera entendu. Ainsi prend fin ce ZCL. On remercie les équipes techniques qui ont travaillé de loin comme de précieux pour la préparation de ce ZCL. On remercie notre technicien et puis on se donne rendez-vous lundi à la même heure, même antenne 12h30 pour la suite du ZCL.